Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aujourd'hui avec nous à Vincennes pour cette rencontre assez exceptionnelle, je dois le dire, avec Birgit Weiheux, autrice de La Ronde, Kermesse au paradis ou encore Ligne de vie et qui a publié au début de l'année chez Cambourakis Road Girl, un livre traduit de l'allemand par Elisabeth Willens qui nous fait le plaisir d'être également avec nous aujourd'hui pour assurer l'interprétation de cette rencontre. Nous sommes également avec Edel Rodriguez, merci beaucoup, auteur de Worm, une odyssée américano-cubaine. C'est votre toute première bande dessinée, publiée chez Bayard Graphique et traduite de l'anglais par Sidonie van den Dries. Nous sommes également avec Joe Sacco, auteur de Palestine, Gorage D, Gaza 1956 ou encore Payer la terre, et qui vient de publier chez Futuropolis Guerre à Gaza, un court récit traduit également par Sidonie van den Dries. Et enfin, nous sommes avec Craig Thompson, auteur de Blankets, Habibi ou encore Space Bullet, et qui vient de publier chez Casterman Ginseng Roots, une bande dessinée traduite par 3 personnes, Isabelle Licari-Guillaume et Laetitia et Frédéric Vivien. Bonjour à tous les 4 et grand merci à Ophélie, Marion, Elisabeth pour l'interprétation. Alors nous allons pendant un petit peu plus d'1 heure parler de votre pratique de la bande dessinée, une bande dessinée du réel, une bande dessinée éclairante, souvent bouleversante, toujours passionnante. Et j'aimerais qu'on commence par le commencement, tout simplement. Comment est-ce que naît un livre? En l'occurrence, Edel Rodriguez, comment naît un premier livre? Vous êtes né à La Havane au début des années 70 et votre idée, votre envie de témoigner du quotidien à Cuba, elle remonte, je crois, aux années 2010. Et puis, il y a eu l'arrivée de Trump au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la genèse de ce Worm et comment est-ce que petit à petit, l'idée de raconter ce quotidien cubain s'est transformée en cette grande odyssée qui raconte à la fois évidemment Cuba, mais qui fait le lien avec ce qu'il se passe aux États-Unis aujourd'hui? Hello, how are you? Thank you for welcoming here. So my book originally started as an immigrant story. I felt that first I had what I felt was a very strong story to tell, but then at some point I started to see how immigrants were being treated in the United States, especially. Where they're treated as numbers. So you say numbers. 10,000 immigrants arrived, 5,000 immigrants, but no one interviewed them, no one talked to them, or asked them why they were there, what they left behind. So I wanted to create a book that would get into that, would give a lot of information to the viewer to better understand why immigrants leave the places, their homes. Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, mon livre a commencé comme un projet de raconter ma vie en tant qu'immigré cubain aux États-Unis, parce que j'avais l'impression que lorsque l'on parle d'immigrés, eh bien, on donne des chiffres, n'est-ce pas? On dit il y a eu 10 000 immigrés, 5 000 immigrés qui sont arrivés, mais on ne sait jamais de quoi il s'agit, ce que raconte la vie, ce qu'est la vie de chacune de ces personnes qui sont arrivées. Alors, j'ai eu envie de raconter la mienne, de donner des images, un récit à ce déplacement, à ce trajet depuis Cuba jusqu'aux États-Unis. Now that idea started about 12 years ago, the idea for the book. And there's a word in English called procrastination. Procrastination. So the longer I I noted the idea, I sketched things, but I procrastinated because I had other projects going on. The longer I procrastinated, the more things started happening in the United States. So as 2016 arrived, the arrival of MAGA, Donald Trump, all this, I said, I got to put this stuff into the book. First, because being an artist that does political art and making magazine covers, I was in the middle of all of that. And I kind of became known as this immigrant that's taking on the President of the United States. So that storyline added,
a bit more richness or depth into the immigrant story. So I slowly began to inject more of what was happening in my life, not just as a boy in Cuba, but what happened when I became an adult in the United States. Et donc, il faut aussi dire que ce projet de livre a commencé il y a 12 ans tout de même. Donc, au départ, eh bien, voilà, c'était juste ma vie d'immigré. Et puis, en 12 ans, il s'est passé pas mal de choses aux États-Unis. 2016, il y a eu MAGA, il y a eu Trump. Et donc, tout ce positionnement au sujet de l'immigration. Moi, à l'époque, j'étais artiste visuel, disons, artiste, je dessinais. Et donc, je n'étais pas aussi, disons, politisée dans mon art, dans mon activité en tant que dessinateur. Et puis, petit à petit, eh bien, mon récit, le récit de mon émigration puis immigration, eh bien, est devenu, s'est enrichi par tout le côté politique qui s'est ajouté à cela. And just when I thought everything was wrapping up, around 2019, I was close to finishing the book. Then the insurrection in the United States happened, and I thought I got to put this in it too. So the finisher is sort of that the insurrection, the idea that what I was kind of warning the country about for 5 years in my images, you know, through what I felt at the time fantasies. Oh, that couldn't happen. It actually came true in 2020 with basically a coup attempt in the United States. And I brought that into the book, and it's a full circle from the revolution, insurrection that happened in Cuba to what happened in the United States, and sort of like bookends the book. J'ai oublié de dire qu'avant, Edel avait raconté aussi que ce projet avait duré 12 ans, et puis il avait fait ce que certains d'entre nous font. En anglais, il y a un mot pour ça qui s'appelle la procrastination, donc le fait de laisser pour plus tard ce qu'on peut faire le jour même. Et donc, c'est comme ça que le livre s'est enrichi justement de tous les événements qui sont arrivés. Et donc, en 2019, je me disais que ça y est, j'avais bouclé l'histoire, le livre, que j'avais bien raconté tout ce qui s'était passé. Et puis, 2019, donc les élections, 2020, l'insurrection. Et j'avoue que je me disais toujours que ça ne se passerait jamais, que c'était impossible qu'il y ait en fait ce qu'on peut appeler une tentative de coup d'État quand même. Et bien quand ça a eu lieu, alors là, ça m'a rappelé d'une certaine façon ce qui était aussi l'insurrection qui a eu lieu à Cuba. Et donc, je me suis dit qu'avec cela, j'avais, fermé le cercle, fermé la boucle. Je commençais par l'insurrection, la révolution cubaine qui m'avait poussé à émigrer aux États-Unis, et j'arrivais en 2020 avec l'insurrection aux États-Unis, au Capitole. Donc, voilà, le cercle était fermé. Dans l'Humanité, il y a quelques jours, Edel, vous disiez, je vous cite, « Le lien est devenu évident lors de l'assaut du Capitole », c'est ce que vous nous disiez à l'instant, comme un avertissement, une boucle historique qui se dessinait, qui donnait au livre un sens plus profond et plus complexe. Joe, j'imagine que cette idée de boucle historique, c'est quelque chose qui vous parle. Vous publiez Guerre à Gaza, près de 30 ans après Palestine. On va parler de la réalisation de cette bande dessinée qui est très différente de la réalisation de vos précédentes bandes dessinées, puisqu'il ne s'agit pas d'un reportage de terrain, mais d'un cri de sidération, de douleur que vous poussez à distance des territoires en conflit. Mais peut-être un mot de cette idée de boucle historique et de la façon dont réagir à ce qui était en train de se passer à Gaza a été une évidence et presque une obligation pour vous aujourd'hui.
Yes, that's very true. Oh, bonjour, by the way. Yeah, I like to report. I like to speak to people. I'd like to see for myself. And of course, I wanted to react because I've spent, I think, a good amount of time in Gaza. I know people, and I know the streets. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est en fait faire du journalisme, aller rencontrer les gens, leur parler et voir par moi-même. Et donc, je voulais réagir parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Je connais les gens qui vivent là-bas, je connais les rues de Palestine. I knew I had to work remotely, and what I was going to do would not be reporting. I was thinking a lot about what I was going to do, and finally a friend in Gaza said, "Please lift up your voice." And I said, "Okay, now it's just time to start." Je savais que j'allais devoir travailler à distance. Je savais que ce ne serait pas un reportage comme d'habitude. J'y ai pensé beaucoup jusqu'à ce qu'un ami là-bas à Gaza me dise « Utilise ta voix, s'il te plaît ». Et à ce moment-là, je me suis lancée. Je n'avais pas le choix. And I let myself organically see where my mind would go. And what I realized is my mind, because I couldn't be in Gaza, my mind focused on the United States where I was and where I'm working from the United States. So the book ends up being about the United States' relationship to the war. Et en fait, je me suis laissée porter naturellement pour voir où le dessin me mènerait. Et comme je ne pouvais pas être à Gaza, je me suis concentrée sur les États-Unis, là où je me trouvais. Et très rapidement, le livre est devenu un livre sur le rapport des États-Unis et leur rôle dans cette guerre à Gaza. And that's it. Et c'est tout. Et on va parler, évidemment, puisque vous l'avez compris, on va suivre ces différents livres de l'idée au livre que vous pouvez toutes et tous avoir entre les mains. Donc on parlera de la façon dont vous avez pensé ce récit, de la façon dont vous avez travaillé d'une manière très ramassée dans le temps et avec justement le fait de travailler cette histoire en épisode, l'obligation d'avancer dans l'histoire en temps réel, contrairement à vos reportages habituels que vous écrivez intégralement avant de les mettre en images. Mais vous parliez de rencontres. Birgit, cette bande dessinée, Root Girl, c'est justement le fruit d'une rencontre. Root Girl raconte l'histoire de Priscilla Lane, qui est une professeure d'allemand afro-américaine aux origines caribéennes. Cette rencontre, elle arrive à un moment particulier, à un moment où où on vous reproche de faire de l'appropriation culturelle. Vous vous représentez dans leur bande dessinée, vous vous dites très bien, mes livres ne parleront désormais plus que de femmes blanches entre deux âges, d'Allemagne du Nord, c'est tout. Et puis, vous rencontrez Priscilla. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui a fait, dans cette rencontre, que vous vous êtes dit, il faut que je raconte l'histoire de cette femme? Bonjour. Ja, für mich war das ganz schwierig in dem Moment, weil sie hatte mich gefragt, ob ich nicht ein Buch über sie machen möchte. Und ich dachte, wie soll ich das machen? Also wie gehe ich mit diesem Vorwurf um? Weil ich diesen Vorwurf der kulturellen Aneignung durchaus ernst genommen habe. Also zu fragen, wer spricht, wer darf sprechen, wer soll sprechen, wer kann sprechen, wie sprechen. Und das war also zuerst für mich wirklich eine große Herausforderung, dieses Buch zu machen. Oui, alors en fait, suite à cette rencontre, Birgit dit que ça a été un grand défi pour elle de savoir quand, comment, dans quelles conditions elle allait pouvoir mettre en scène cette rencontre dans un bouquin, parce que la question de l'appropriation culturelle, effectivement, était assez brûlante. Und da ist mir die Idee gekommen, warum nicht zeigen, wie damit umzugehen ist, also mit meinen eigenen Problemen, mit diesem Vorwurf oder mit diesem einfach offenzulegen, wie arbeite ich. Und dann dachte ich, dann mache ich einfach so, dass ich ein Kapitel zeichne, ihr gebe, es kommentieren lasse und mit den Kommentaren weiterarbeite. Also dass ich selber am Anfang nicht wusste, was wird das für ein Buch, also mit ihr zusammen weitergehe und sehe, was daraus wird. Oui, en fait, elle n'avait pas de plan préconçu au moment où où elle a commencé à élaborer ce livre, à savoir que ce livre s'est fait en dialogue permanent avec Priscilla, chapitre après chapitre. On voit très bien, Birgit dessine
une partie de l'histoire racontée par Priscilla, et Priscilla porte son regard critique ensuite sur ce que Birgit a dessiné. Und das war für den Verleger wahnsinnig schwierig, weil er überhaupt nicht wusste, was das für ein Buch wird, und genauso für mich. Und es war das Buch, bei dem ich das meiste jemals gelernt habe. Es war ein wahnsinnig toller Prozess und schwierig, weil ich nicht der Chef war. Oui, c'était un des bouquins pour lequel le processus était le plus compliqué, processus d'élaboration, y compris pour l'éditeur qui ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler à la fin. Et c'était un work in progress permanent, en fait. Et c'est effectivement quelque chose qui est passionnant, et on va y revenir, c'est qu'on a vraiment, quand on lit le livre, le sentiment d'assister à la création même du livre, puisque c'est ce que Birgit a dit, on a donc les planches qui racontent l'histoire de Priscilla, et puis entre chaque chapitre, il y a le moment où Priscilla découvre les planches que nous-mêmes venons de lire, et là, dans une monochromie en orange, il y a une discussion entre Priscilla et Birgit sur les questions de représentation, mais aussi sur l'interprétation de certains moments de son histoire, mais peut-être d'une manière très courte, Birgit, parce que je sais déjà qu'on va manquer de temps dans cette rencontre, mais qu'est-ce qui, fondamentalement, dans l'histoire de Priscilla, vous a fait vous dire qu'il fallait que vous la racontiez en bande dessinée? Eigentlich ging es darum, dass wir so vorgefertigten Blick auf Dinge haben und dass ihre Identität so mannigfaltig gespeist war aus so vielen Dingen. Und das war mir selber neu, und das wollte ich zeigen, dass es wichtig ist, nicht mit vorgefertigtem Blick auf Dinge zu gucken, sondern offen zu sein. En fait, ce qui a intéressé et même fasciné Birgit, c'est la multitude des identités culturelles de Priscilla, et c'est ça qu'elle a voulu rendre dans son livre, et c'est ça qui a été déterminant dans le choix de raconter cette vie, en fait. Et c'est effectivement absolument fascinant, et on y reviendra à cette question d'identité qu'on retrouve à la fois dans le titre actuel, Root Girl, mais aussi dans le premier titre que vous aviez voulu donner à ce livre, Oreo, mais qui était déjà pris par un autre ouvrage. Craig Thompson, on parlait d'appropriation culturelle avec Birgit il y a quelques minutes. Vous avez également été accusé d'appropriation culturelle aux États-Unis au moment de la sortie d'Habibi, qui a été un énorme succès en France et en Europe. J'en parle parce que vous en parlez dans Ginseng Roots. Ça vous a beaucoup blessé, ça vous a fait vous interroger sur votre pratique en tant qu'auteur de bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que de cet état de tant pis, maintenant je vais raconter des histoires de science-fiction, je vais refaire du comics, vous avez finalement décidé, poussé par différents éléments, à reprendre ce récit qu'est Ginseng Roots, qui est un récit, et on va l'évoquer, qui est à la fois un récit autobiographique, mais aussi une bande dessinée documentaire autour de cette racine qu'est le ginseng. Okay. Bonjour, merci. What happened with Habibi in the United States was quite different from the rest of the world, but a lot of criticism followed it, and then started to contaminate this new project too, Ginseng Roots, because the critics believed that I was repeating the same crimes of writing about a culture not my own, in this case, Chinese culture. Bonjour et merci. Tout d'abord, oui, ce qui s'est passé avec Habibi aux États-Unis, c'était très particulier et c'était assez différent de ce qui s'est passé dans le reste du monde. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de critiques à cet égard et ça a un peu contaminé d'une certaine manière mon travail sur mon nouvel ouvrage sur Ginseng Roots. Et en réalité, ça l'a contaminé aussi dans le fait que certaines personnes ont cru que je reproduisais la même chose, mais en m'appropriant une autre culture, la culture chinoise cette fois. And the criticism was quite violent and discouraging, enough to get me to stop working for half a year. And during that time, I actually fled to France to receive a lot of encouragement from my publisher and friends here. During that time, I realized that unconsciously, this new book was a response to that criticism, not an answer. I wasn't claiming that I had any sort of answer,
simply a question about, well, what about these spaces where your own culture overlaps with a culture, not your own? Ces critiques, finalement, elles étaient violentes, elles étaient vraiment décourageantes, au point de me faire arrêter ce que j'étais en train de faire, donc ce travail sur le nouvel ouvrage, et ça pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, j'ai décidé de fuir et de venir me réfugier en France, parce que ma maison d'édition ici était très encourageante, donc j'en ai profité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, de travailler sur ce nouvel ouvrage, c'était comme une réaction, peut-être pas une réponse, parce que c'était pas une réponse, c'était plutôt une question, un questionnement dans ce nouvel ouvrage, ce questionnement de ce qu'on fait lorsque notre culture, finalement, elle vient se superposer et s'imbriquer avec une autre culture. Because I grew up in a very sheltered and isolated location, I might say that it's a place without culture. The town is 1,200 people. It's all white. It's in the middle of nowhere in the Midwest of America. And it's factory workers and farmers. But it so happens that the farming there, the agriculture, is ginseng, which is a medicinal herb used in Chinese medicine. So since the late 1800s, this crop has been exported to China. And I grew up working in that agriculture starting at the age of 10. And also, ginseng happens to be the beginning of the trade relationship between the United States and China. So this was a perfect platform to talk about overlapping cultures. My apologies. Et donc moi j'ai grandi dans une zone des États-Unis assez isolée, dans un village où il n'y avait finalement pas de culture en réalité, dans une petite ville de 1200 personnes où tout le monde est blanc, vraiment au milieu de nulle part dans le Midwest américain, avec des personnes qui travaillent à l'usine et qui travaillent l'agriculture. Et il s'avère que dans cette petite ville, on cultive le ginseng qui est une herbe médicinale qui est très importante pour la culture chinoise, qui a été cultivée là-bas depuis des siècles et des siècles. Et il se trouve qu'à partir de l'âge de 10 ans, moi j'ai travaillé dans des champs, dans des plantations de ginseng. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre chose intéressante, c'est que le ginseng, c'est le début des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc, je trouvais que c'était vraiment un sujet très intéressant pour explorer ces cultures qui s'imbriquent et qui se superposent. Totalement, et c'est effectivement passionnant. Et il y a ces deux aspects, donc, enfin, il y en a même trois si on pense à l'aspect historique, mais il y a les souvenirs, la mémoire. Quand vous alliez justement travailler pour des producteurs de ginseng, payer $1 de l'heure, et $1, c'est un comic books, donc c'était formidable. Et il y a aussi les voyages que vous faites en Chine, il y a les recherches historiques, il y a les rencontres, on va en parler, mais j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur l'aspect autobiographique de cette bande dessinée. 20 ans après Blanquette, vous racontez à nouveau votre famille. Grande différence par rapport à Blanquette, entre autres. Votre sœur apparaît dans ce récit. Elle n'était pas présente dans Blanquette. Votre sœur qui a des souvenirs extrêmement précis de votre enfance, quand votre frère n'en a pas du tout. Comment est-ce qu'on travaille avec ce matériau si fragile qu'est la mémoire ? On se souvient, on interroge, on prend des notes, on tire des fils. Comment est-ce que vous avez appréhendé toute cette partie-là du travail sur Ginseng Roots, qui est cette plongée dans le souvenir ? I began Ginseng Roots with my own memories, because that was the starting point. Then I reached out to my siblings, because we have a close relationship. And I learned early on that my sister worked in ginseng, and I'd forgotten this important detail. Because whereas my brother and I worked for 10 years in the fields, my sister lasted 1 or 2 years before she was sick of the work and moved on to babysitting. J'ai commencé vraiment avec mes propres souvenirs. Et ensuite, je me suis tournée vers mes frères et sœurs parce qu'on est assez proches. Et c'est vrai que je savais que ma sœur, elle avait travaillé aussi dans le ginseng, mais j'avais un peu oublié ce détail dans la mesure où elle est restée 1 ou 2 ans, là où mon frère et moi, on a vraiment travaillé très très longtemps dans le ginseng, mais elle a dû travailler 1 ou 2 ans comme ça, puis ensuite elle a décidé que c'était plus sympa de faire du babysitting.
But the major difference between this book and Blankets, and I think all of my fellow authors used the same technique, is I really relied on recordings. With Blankets, it's all reproduced from memory and my, imagined conversations. But in Ginseng Roots, every line of dialogue is recorded and transcribed and then approved with the people I interviewed, whether that's the farmers or the Chinese medicine practitioners or my parents. Ce qui est vraiment intéressant dans la différence du travail, de la méthodologie, de ce que j'ai fait avec Blankets et ce que j'ai fait là avec Ginseng Roots, c'est que ici, et dans ce livre, tous les dialogues sont issus de conversations que j'ai enregistrées. Et je pense que les autres personnes ici présentes pourront témoigner. On travaille différemment aujourd'hui. Sur Blankets, j'avais vraiment travaillé à partir de ma mémoire. J'avais réimaginé des dialogues. J'avais vraiment pris ma mémoire comme point de départ, alors qu'ici, ce sont vraiment des dialogues qui ont été enregistrés, on en a fait une transcription, la transcription a été approuvée, que ce soit par les agriculteurs avec qui j'ai parlé, avec les médecins chinois avec qui j'ai parlé, ou encore avec mes parents. Et on va évidemment parler comment est-ce qu'à partir de ces enregistrements, vous en avez, comment de ces témoignages, de ces souvenirs, vous avez construit une histoire et comment est-ce que tout cela se transforme finalement en bande dessinée. Mais peut-être sur cette question de la mémoire, Edel, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez travaillé cette question? C'est quelque chose, moi, qui m'impressionne toujours, moi qui ai le sentiment de n'absolument pas avoir de mémoire quand je lis des récits avec des souvenirs d'enfance. Alors certes, j'ai une enfance beaucoup moins marquante que la vôtre, mais comment est-ce que vous avez travaillé ce souvenir? J'imagine en échangeant aussi avec des membres de votre famille. Comment est-ce que finalement vous avez reconstitué tout le fil de cette enfance, puis de l'arrivée aux États-Unis? Iba a hablar español. Well, I think when something shocking happens to a child at a very young age, they just take all that information that happened before it and they're able to remember it. So even at a very young age, once I arrived in the United States, and the United States is so different than Cuba that you can really go back and go, okay, that's the toy I used, that's the place I ran in, that's the field. So I always had these memories, and that's partly why I wanted to make a graphic novel. Because I wanted to show what was on my mind, what had been in my mind my entire life. It's just sort of natural. Now, what I had were my memories and what I remember happening on the boat lift and what happened when the military arrived at my house. So it was seeing my grandmother crying, those events. But what I didn't have was the background of how all this happened. Because in my case, my parents were trying to hide this from me. They told me we were going to go on vacation to see my cousin in Miami. We're going to take a boat ride to Miami, and I didn't realize what was happening until all of a sudden we were in a detention camp. They were trying to protect me, but they also didn't want me to snitch on them. Because if they told me that we were leaving on the boat lift, I would tell all my friends who would tell their parents, and that would get to the Communist Party headquarters, and they would go through town, and bands of people would show up at our house to beat us up. So it was try to keep it hush-hush, as quiet as possible, and they couldn't even tell the children what was happening. Écoutez, il est vrai que quand il arrive quelque chose comme ça de si fort dans la vie d'un enfant, quelque chose d'assez traumatique malgré tout, eh bien ça marque l'enfant. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle j'ai des souvenirs assez présent, assez fort et clair de cela, de mon enfance, de mon passé. Et puis, en revenant sur mes pas, eh bien, cela m'a rafraîchi aussi ma mémoire. Je me suis dit, ah ben oui, ça c'est ce que j'utilisais, ça c'est l'endroit où j'étais allée, enfin bref. Donc tous mes souvenirs revenaient au fur et à mesure où je revenais sur les lieux de mon enfance.
Mais d'autre part, il y avait aussi tout ce contexte tout de même très dur et dont je n'étais pas très conscient à l'époque à Cuba. Je me souviens, par exemple, de voir ma grand-mère pleurer chez nous, mais tout était un peu flou car, en fait, je n'avais pas idée de ce qu'il se passait vraiment. Et mes parents, j'ai découvert plus tard, évidemment, qu'ils faisaient tout pour que, justement, je ne sois pas conscient de ce qu'il se passait dans nos vies. Donc, ils avaient, disons, caché, ils avaient mis un voile, n'est-ce pas, sur tout ce qui leur arrivait. Tout d'abord, pour ne pas m'attrister, pour ne pas me traumatiser, évidemment, mais aussi par peur que je ne raconte quelque chose qui fasse que je raconte quelque chose à mes petits copains, à mes petits camarades, qui à leur tour le raconteraient à leurs parents, qui à leur tour raconteraient à un tel, et cela finirait par arriver aux oreilles du Parti communiste à Cuba, et donc si ça arrivait au siège du Parti communiste, eh bien que mes parents voulaient fuir Cuba, eh bien ils viendraient chez nous, ils seraient venus chez nous, les communistes, pour nous battre, pour nous agresser, quoi, pour nous empêcher de partir. Et donc, mes parents m'ont présenté la chose comme un voyage, des petites vacances, un petit séjour pour aller visiter un cousin qui était à Miami, et pas du tout comme un voyage sans retour, disons, une fuite à Miami. Donc, on est arrivé au camp de détention pour s'enfuir sur le bateau, et moi je n'étais pas du tout conscient de ce qui se jouait, et je pensais qu'on allait juste faire une petite balade à bateau jusqu'à Miami et que ce serait des petites vacances sympas. But you know, I'm fascinated by details, especially details of tyranny, of how it functions. So I wanted to get as much information about how all of this went down, and also so that people, the reader, could better understand what a refugee goes through, all those steps, not just in Cuba for me, but also when they arrive here. I was in a detention center also, and I wanted to put as much of that as possible, and that involved interviewing my mother, my father, my sister, my cousins that went to get us. And then once I had all those interviews on record, it was tying them together and filling the holes that I had in knowledge and out of memory, or matching what I remember to what they said. So there were times in the interviews where I would tell, for example, the scene where my mother is disrobed in front of me. It's the first time I see my mother naked in a detention center. And I drew it, and I told her I was going to do that, and she said, you remember that? She knew it had happened, but she thought I was looking the other way, not paying attention. Mom, I saw you naked for the first time. I'm going to remember it. So there were many times where they were surprised at the things that I was observing as a child, because I think parents think that kids are not paying attention, especially an 8-year-old. But you'd be surprised how much your kids will remember someday, especially something surprising or shocking. Et j'ajoute que pour dessiner, pour vraiment montrer ce qui s'était passé, j'aime aussi beaucoup montrer le système qui pousse les gens à faire ce qu'ils font, et notamment dans ce cas-là la tyrannie politique. Et par conséquent, pour avoir vraiment tous les détails et pouvoir les montrer en dessin, eh bien j'ai dû faire appel
appel évidemment à d'autres personnes de mon entourage aussi pour combler les vides que j'avais dans mes souvenirs. J'ai donc, je me suis entretenue avec mes parents, ma mère, mon père, ma sœur, des cousins, enfin, je parlais avec tout le monde. Évidemment, c'était drôle parce que moi, j'avais mes souvenirs, mais eux, eh bien, voilà, ils ajoutaient les pièces manquantes, disons. Mais c'est aussi amusant parce que, par exemple, je me souviens que lorsque l'on était dans le camp de détention, ma mère a dû se déshabiller et c'est la première fois que je la voyais toute nue. Et je lui ai dit ah oui, tu te souviens dans le camp de détention quand tu t'es déshabillée et que tu étais toute nue. Elle a été étonnée, elle m'a dit mais comment tu te souviens de ça? Et je dis bah, écoute maman, c'était la première fois de ma vie que je te voyais toute nue, j'avais 8 ans, évidemment que j'allais m'en souvenir. C'est quand même donc un enfant se souvient de certaines choses. On pense toujours que les enfants font pas attention, qu'ils sont dans leur monde, mais non, les enfants remarquent des choses bien sûr et surtout des choses comme ça choquantes, curieuses, qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Donc c'était mon cas à 8 ans. Juste avant que je ne demande à Birgit comment est-ce qu'elle a travaillé avec Priscilla, un mot, Craig, d'un personnage qui est important dans votre bande dessinée, c'est Shui Wang, qui est au cœur du récit. Je me demandais, déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre et ce qui fait qu'à un moment donné, une rencontre est une évidence et prend une place très importante dans un récit que j'imagine vous ne pensiez pas forcément dès le début rencontrer. Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui fait qu'on se dit qu'on a envie de partager son récit, ce qui est finalement arrivé aussi avec Birgit, avec Priscilla. Moi? Ouais. La rencontre avec Shui Wang et comment est-ce que ça a pris de l'importance dans son récit? It's for me. I really thought it was a Birgit question. It could cross over, but... Yes, great question, sorry. Thought it was your turn. I feel like the heart of the book is Chua Wang's story. He's in the center of the book, chapters 7 and 8. Je pense que... Mes excuses. Oui, je pense qu'au cœur de tout ça, c'est vraiment le chapitre donc 7 et 8. I interviewed 80 people for the project, and only about 10 of them made it into the book. A lot of the people I interviewed, they were repetitive, they were boring. If they were boring me, they were definitely going to bore the reader. J'ai interviewé plus de 80 personnes. Il y a 10 personnes réellement qui ont fini par figurer dans le roman. J'ai vraiment interviewé beaucoup de monde et en fait il y a des personnes qui étaient inintéressantes, qui étaient très ennuyeuses et je me suis dit bon, si elles m'ennuient moi, il y a des chances que mes lecteurs ne soient pas plus passionnés. But Chua Wang, this Hmong farmer in Wisconsin, he was a natural storyteller himself. You could tell he was eager to express it and have a forum for it. And it had a real emotional heart and a family story, and perhaps most importantly, the immigrant experience, which when I set out for the project was not my conscious agenda, but the more I worked on the project, I realized that was the heart of the story of ginseng farming in Wisconsin. Donc Chua Wang, cet agriculteur et ce moine agriculteur au Wisconsin, en fait, c'était quelqu'un qui avait vraiment très envie de s'exprimer, de raconter des choses. Et il le faisait vraiment avec beaucoup d'émotions. Il y avait toute une histoire familiale à raconter, au-delà de son histoire dans l'agriculture. Et en fait, tout ça, c'est lié aussi avec l'expérience de l'immigration, qui n'était pas à la base ce que je voulais exprimer dans le roman, mais qui a fini par se retrouver inévitablement au cœur même de ce que je racontais. Here we are at the America Festival, and yet I feel like America is a country that's always attempting to erase its past. It's built of immigrants that were trying to run away from the traumas in their old countries, and then they tried to erase
the histories of the people that already inhabited that land. Ici, on est à un festival qui s'appelle le Festival America. J'ai l'impression que sur ce continent et dans mon pays, on a un peu cette tendance à essayer d'effacer l'histoire de notre passé, notamment de nos immigrants qui eux-mêmes ont des traumas dans leurs histoires, des pays qu'ils ont fuis pour arriver jusqu'ici et qui s'oublient. Et finalement, on est dans cette logique de d'effacement. In Blankets, I talk about the religious upbringing I had, which is quite different, I believe, from Catholicism in France. It's an old world Christianity. In America, we have born-again, evangelical, fundamentalist Christianity. And by born-again, it means that you die to your old self and you start anew, usually as an adult. And that's how it was for my parents when they became Christians, born-again Christians, in their 20s. They abandoned their past. I knew nothing about where I came from. They moved away from their parents and their extended relatives, so I never had that sense of history or origin. Et dans Blankets, j'ai beaucoup parlé de l'environnement religieux dans lequel j'ai grandi. Un environnement qui est assez différent, je pense, du catholicisme tel que vous le concevez ici en Europe ou en France, qui vient vraiment de l'ancien monde, si je puis dire. Et puis aux États-Unis, nous, ce qu'on a, non, c'est des églises qui sont parfois évangélistes, fondamentalistes. On a l'église de ce qu'on appelle le born again, donc naître à nouveau. Et c'est vraiment, vraiment ça le concept, c'est de naître à nouveau quand on est à la foi et à cette religion. Et c'est ce qui s'est passé avec mes parents lorsqu'ils sont devenus chrétiens dans leur vingtaine. Ensemble, ils ont abandonné leur passé, leurs liens familiaux. Et donc moi, j'ai grandi avec cette notion de l'effacement de ce qui s'est passé avant, de notre histoire, et avec l'effacement du point d'origine. And Chua Vang, who I've been talking about, this Hmong farmer, he's first generation American. His father was a refugee from Laos during the Americans' war in Vietnam. And his father changed his name from Ga Yi Vang to Abraham Vang, a biblical name. He tried to erase the trauma of the war he was fleeing from and the culture that they came from. He became a Baptist minister. And even with Chua, I can tell he's the one link or bridge from the old world, which is all now dying out, and his children, which they don't speak the language, they don't know anything about the histories. So I feel like it was a collaboration between Chua and I to preserve some part of his own family's history before it was completely dissolved by the American culture. Et avec donc Evans, ce qui était intéressant, c'est que c'est un Américain de première génération, ce qui veut dire que son père était réfugié du Laos, un réfugié qui est arrivé pendant les guerres du Vietnam menées par les États-Unis. Et c'était vraiment intéressant parce que son père, il a changé de son nom de Gai Vang à Abraham Vang, donc un nom biblique. Et tout ça, c'était pour effacer finalement le trauma des guerres, de ce qui avait été vécu, et de s'imprégner d'une culture nouvelle tout en effaçant l'ancienne culture qu'il portait. Il s'est converti à une autre religion, il est devenu... il s'est converti complètement. Et ce qui était intéressant avec Shuang, c'était qu'il représentait pour moi ce lien entre un ancien monde qu'il avait connu et ses enfants qui, eux, ne parlent pas la langue de leurs ancêtres, qui ne connaissent pas leur histoire. Et donc vraiment, j'ai ressenti un lien très fort avec cette personne, parce qu'il y avait cette notion justement d'effacement et du fait qu'il voulait essayer de préserver quelque chose de son histoire et ne pas laisser la culture américaine tout prendre avec elle.
Birgit, cette fois pas de piège, c'est bien à Birgit que je m'adresse. Peut-être pour revenir sur différentes choses qui ont été dites, vous pouvez nous parler un petit peu des questionnements qui sont ceux de Priscilla et que vous nous racontez, justement de qu'est-ce qui finalement nous définit. Elle parle aussi beaucoup de comment est-ce que eh bien, la classe nous définit, la classe d'où on vient. Je le disais, elle est afro-américaine, mais elle a des origines caribéennes, ce qui la distingue aux yeux des Afro-Américains qu'elle rencontre, et peut-être aussi parce que le fil de cette rencontre, c'est vraiment j'allais dire les coulisses de la création. Très concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé avec Priscilla? Craig disait aujourd'hui on peut tout enregistrer, on peut prendre des photos aussi, et Joe nous parlera de sa façon de travailler sur le terrain dans quelques instants. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Priscilla? Est-ce que vous l'avez laissé raconter? Est-ce que vous lui avez posé des questions et qu'il a fallu qu'elle se replonge dans sa mémoire? Et 3 questions en une, mais je pourrais y revenir. Il y a aussi quelque chose de très impressionnant dans ce livre, c'est toute la dimension de reconstitution d'une époque à travers notamment les pochettes de disques, les affiches, les livres, et c'est d'ailleurs l'ouverture de chaque chapitre qui fait qu'on est vraiment dans une immersion aussi culturelle. En quoi est-ce que c'était important aussi pour vous qu'il y ait cette dimension dans le livre, dans Root Girl? Ich habe mit Priscilla auch mit Interviews gearbeitet, aber also ich habe nicht aufgenommen, sondern ich habe nur Notizen genommen und habe dann, weil es ursprünglich sollte es anonym sein, also sie wollte nicht ihren Namen haben, deswegen habe ich gar kein Fotomaterial gehabt. Oui, alors en fait, Birgit n'a pas travaillé en enregistrant, en faisant des bandes, mais en prenant des notes d'après les échanges qu'elle a eus avec Priscilla. Et Priscilla a voulu aussi qu'on change son nom. Donc dans le livre, elle s'appelle Crystal, elle a un autre nom, et ça c'était la demande de Priscilla. Das hat sich später geändert, dass klar war, dass sie doch genannt werden will. Aber trotzdem sind die ganzen Figuren aus meiner Fantasie entstanden, eben um zu beginnen, sie zu schützen. Und ich habe tatsächlich immer eine Szene erfunden, geschrieben und gezeichnet und ihr vorgelegt. Und dann gab es immer die Kommentare von ihr, die ich wieder gezeichnet habe, und dann das nächste. Also es ist wirklich ganz chronologisch entstanden. Alors finalement, à la fin du roman, Priscilla a bien voulu être nommée, mais au début, Birgit a fait ça pour protéger son identité, bien sûr. Et ça a été en fait un échange permanent. C'est un livre qui s'est construit au fur et à mesure. C'est work in progress, hein, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que Birgit dessinait un chapitre d'après ce que Priscilla lui racontait. Ensuite, elle soumettait ce chapitre dessiné à Priscilla, et là, Priscilla donnait son appréciation en disant « ça c'est très bien rendu, ça c'était pas du tout comme ça », et voilà comment elles ont échangé en permanence. Mais peut-être, pardon, j'ouvre une parenthèse et je vous laisserai répondre ensuite sur les reproductions, mais à quel moment est-ce que est apparue l'idée de faire figurer dans le récit les échanges que vous aviez avec Priscilla? Parce qu'encore une fois, ça c'est assez exceptionnel d'avoir dans le récit la double narration, c'est-à-dire que l'histoire telle que vous la racontez en tant qu'autrice et le regard de la personne qui a inspiré le personnage, le regard qu'elle porte. Il vous a paru très rapidement que ça aussi, il fallait le partager avec les lecteurs et lectrices? Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, nachdem ich die Interviews mit ihr geführt habe, bis ich die Idee hatte, wie ich dieses Buch machen soll, weil ähnlich wie bei ihm war es so, dass ich ein halbes Jahr nach dieser Vorwurf der kulturellen Aneignung eigentlich nicht mehr arbeiten konnte, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und erst als ich gedacht habe, ich lege das offen, was meine Perspektive ist und was meine Arbeitsweise ist, und vielleicht kann ich auch was dabei lernen, hatte ich eben die Idée, das so zu konstruieren. Alors en fait, c'est un processus qui a pris 6 mois dans sa réflexion avant de savoir quelle forme elle allait donner au livre à partir de l'interview préalable qu'elle avait eue avec Priscilla en Allemagne. Et en fait, les choses ont évolué, se sont installées seulement au bout de 6 mois, et là, à partir du moment où la forme était définie et claire dans l'esprit de Birgit, là, le projet a véritablement évolué.
Peut-être un mot justement sur l'époque, ce que je disais de l'importance des éléments qui marquent l'époque. Und Priscilla hat während der Interviews immer für jede Zeit, die sie beschrieben hat, hatte sie einen Titel, einen Musiktitel, einen Albumtitel. Das heißt, für sie war Musik konstituierend. Und das war die allererste Idee, die ich für dieses Buch hatte, dass eigentlich jede Station in ihrem Leben mit Musik kombiniert ist. Und deswegen hatte ich sie noch ganz am Anfang gefragt, kannst du mir Titel nennen, die wichtig für dich waren. Und dann hatte ich 10 Minuten später im E-Mail-Postfach für jedes einzelne Jahr ihres Lebens einen Titel. En fait, la musique est un élément absolument structurant de cette histoire et de la vie de Priscilla, puisqu'on voit le rôle très important que ça joue. Et donc, à partir du moment où Birgit lui a demandé comment est-ce que je peux organiser le livre, est-ce que je peux citer tel ou tel titre, et là, très vite, Priscilla lui a renvoyé par mail une playlist, comme on dit, avec chapitre par chapitre, chaque titre. Oui, année après année, toutes les musiques qui avaient compté dans son existence et qui marquaient des jalons, en fait. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, mais qu'on a entendu en filigrane dans vos propos, c'est à la fin du livre, il y a un texte qui revient sur le titre du livre qui a dû être modifié, et il y a aussi cette question justement des noms qui ont été changés, et vous dites, même si toute l'histoire se base sur ce que m'a raconté Priscilla, les noms ont été changés, certaines scènes ont été condensées, certains événements ont été résumés, et vous écrivez, il convient par conséquent de considérer ce livre comme une œuvre de fiction. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que même quand on fait une bande dessinée dite du réel, forcément c'est la vision d'une autrice ou d'un auteur et les choix qui sont faits, même si tout ce qu'on conserve est réel, le fait de les associer et ce qu'on passe sous silence est une construction et fait que c'est de la narration et qu'on raconte une histoire. Donc c'est vrai que ça c'est assez fascinant de pouvoir le suivre aussi dans le processus de création avec ces échanges que vous avez et des échanges qui relèvent à la fois, vous l'avez dit, de certains éléments de son histoire, mais aussi des questions de représentation. Et ça commence notamment avec le fait de dessiner les personnages avec uniquement le contour et d'avoir une peau blanche, où elle dit mais non, mais en fait on peut pas, tu ne peux pas faire comme si je n'avais pas une couleur de peau. Par contre, ne fais pas trop noir parce que là, par contre, et donc on voit comment est-ce que le chapitre suivant, d'un seul coup, vous avez intégré ces remarques et encore une fois, c'est absolument fascinant. Peut-être, Joe, par rapport à ce processus de création à partir du réel, je vous entendais dire dans un entretien il y a quelques années que vous réalisiez un travail de journaliste en essayant de penser comme un historien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Well, I suppose, if I remember, that if you're doing journalism, there's no way you can take the events of the present and cut them off from the events of the past. Si je me souviens bien de ce que je disais à l'époque, c'est qu'en termes de journaliste, on ne peut pas juste considérer les faits présents et les déconnecter du passé et de l'histoire. I've done work, let's say this book I did, Gaza 1956. It's about 2 massacres that took place in Gaza by Israeli troops who killed unarmed Palestinian men. Si on prend par exemple le livre que j'ai fait, qui s'appelle Gaza 1956, qui évoque 2 massacres qui ont été commis par les troupes israéliennes sur des Palestiniens qui n'étaient pas armés. And I think it's important to understand events like this so we know that we know the history behind even some of the events that are happening today. Et je crois que c'est très important de comprendre des événements tels que celui-ci pour comprendre et éclairer les faits futurs et les faits actuels. I was with a journalist in Gaza named Chris Hedges, and we did a magazine piece together, and we went to Gaza City, and we met a man called Al-Rantisi, who was one of the founders of Hamas. J'étais avec Chris Hedges et on a fait un papier pour un magazine ensemble pour ce reportage, et on est allé à Gaza rencontrer Al-Rantisi, qui est l'un des fondateurs du Hamas. And we were asking him about the events of 1956.
And he was 8 years old, and his uncle was taken out and shot by Israeli troops. Et on lui a demandé ce dont il se souvenait de ces événements de 1956, et il nous a répondu qu'il avait 8 ans à l'époque et que son oncle avait été enlevé et abattu par les Israéliens. And he said he remembers his family crying, he remembers the wailing, and he said, "They planted hatred in my heart." Et il se souvient de sa famille, des pleurs de sa famille, de la douleur, et il dit qu'à ce moment-là, c'est comme s'ils avaient mis la haine dans son cœur. And that's why history is important. Et c'est pour cette raison que l'histoire est importante. Je vais enchaîner. Peut-être d'une manière très concrète, on va parler dans quelques instants de guerre à Gaza et encore une fois de ce que vous a permis le fait de le poster sur le forum du Comics Journal plutôt que de travailler comme vous le faites habituellement, donc encore une fois en scénarisant l'intégralité d'une histoire puis la dessinant ensuite. Mais peut-être un mot rapide parce que j'aimerais qu'on ait le temps de parler aussi vraiment de dessin et de ce que permet la bande dessinée en termes de retranscription d'émotions, de sensations. Un mot rapide de votre façon de travailler, j'allais dire habituellement, quand vous travaillez sur vos bandes dessinées de reportage. Sur place, vous enregistrez, comme Craig le fait maintenant. Vous prenez des photos, vous ne faites pas de croquis en revanche. Et ensuite, vous rentrez, vous classez absolument tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que, voilà, très concrètement, vous travaillez? Okay, well, when I come back, I have all my recordings, which I transcribe, as does Craig, on my own, so I can hear everything again and go over everything again by hearing it. Quand je reviens chez moi après un reportage, j'ai tous ces enregistrements, comme le fait Craig d'ailleurs, et je les transcris, je le fais moi-même parce que ça me permet de tout réécouter et d'avoir un regard nouveau sur ces enregistrements. But while I'm in the field, I don't just do interviews. At night, I would keep a journal, and I would write down all the things in the day that happened, and I'd be taking notes during the day, but all the things that happened that weren't interviews. In other words, things you saw on the street, some confrontation, something someone said to you as he was passing by. Those things always stood out. Quand je suis sur le terrain, c'est un peu différent. Je fais beaucoup d'interviews et le soir, quand je rentre, je tiens un journal, jour après jour, où je raconte absolument tout ce qui s'est passé. Donc, je prends aussi des notes dans la journée de tout ce qui n'est pas des interviews, de tout ce que j'entends dans la rue, une dispute ou une phrase de juste que j'entends en passant. And I, where was I now? So what I have to do, I have to index these things because I have sometimes more than 400 pages of journal entries. And when I'm trying to write the story, I'm thinking, I remember someone said something. What journal was it in? What interview was it in? So I index everything by subject. And so even by a person's name, I'll index every single time that person came up in my journals. En fait, j'indexe tout, j'organise tout parce que parfois je rentre avec plus de 400 pages de notes et quand j'essaie de me souvenir d'une personne en particulier en me disant mais où c'était déjà, dans quelle interview, à quel moment, en fait c'est très facile pour moi parce que tout est classé par sujet, tout est classé par nom. Donc si je cherche quelqu'un, je sais tout de suite dans quel carnet je vais le trouver. So it can take actually 2 or 3 months just to organize myself before I start writing. But when I start writing, I kind of know where everything is. And then I write, finish the script, and then I draw. Donc parfois ça me prend jusqu'à 2 à 3 mois pour tout organiser, mais une fois que c'est fait, je sais exactement où sont les informations, où je dois chercher les informations dont j'ai besoin pour écrire. Donc ensuite j'écris d'une traite, puis je dessine. Et peut-être vous pouvez nous dire un mot justement sur
le processus de création de Guerre à Gaza, qui était donc très différent, puisque vous avez publié sous forme d'épisodes sur le forum du Comics Journal. On en discutait un petit peu hier soir, mais vous ne vouliez pas l'œil d'un rédacteur en chef par-dessus votre épaule, et ça me fait penser aussi à ce que Edel vous racontez dans votre bande dessinée de ce moment en 2016 où vous avez posté en ligne des caricatures de Donald Trump, et vous pourrez nous en dire un mot aussi de cette liberté qu'offre Internet de poster sans avoir le regard de quelqu'un d'autre et de pouvoir être totalement libre dans la création. C'était quelque chose qui était très différent pour vous, Joe, de publier sous forme d'épisodes, d'être dans une réaction immédiate. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, cette façon de créer qui se rapproche davantage de ce que vous pouviez faire quand vous étiez étudiant et que vous deviez faire des articles d'une manière dans un laps de temps très réduit? Well, yeah, it was quite different. Normally I give myself a long time to develop what I'm going to do, but I had to respond immediately because events were happening immediately. Oui, c'est très différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je me donne beaucoup plus le temps, mais cette fois, je n'avais pas le choix. Je devais parler, je devais répondre immédiatement. And I approached the subject with some reluctance because I've been trying to not draw violence anymore. À vrai dire, je n'avais pas très envie d'aborder le sujet parce que j'en avais marre de dessiner de la violence. But as I began, I sort of, a fire sort of, you know, I felt a fire to continue. Et en fait, en commençant, j'ai trouvé l'élan, l'énergie pour continuer. And I worked quite quickly, but what I would do is I would draw one or I would write a script and then draw it immediately and, you know, get it on the web. En fait, j'ai travaillé très rapidement. Généralement, j'écrivais quelque chose, je dessinais et je le postais immédiatement sur le forum internet. I didn't know where it would go when I started, but I realized the drift of my pieces, because this was the drift of my thoughts, was anger at the American administration more than anything else. En fait, je ne savais pas où j'allais quand j'ai commencé, et finalement, la bande dessinée a suivi le cours de mes propres pensées, qui était plutôt une colère envers l'administration américaine. And from anger at the American administration, my thoughts went to anger at the West, and then a sort of a philosophical discussion of what democracy is. Et de cette colère envers le gouvernement américain, j'en suis venue à une colère plus générale envers l'Occident, et on a découlé une sorte de réflexion philosophique sur la démocratie. And it was just a very organic process. I just let it happen, but I just thought, okay, 32 pages, you better stop and do something else. En fait, c'était un procédé assez naturel, assez spontané, et je me suis juste dit que j'allais faire 32 pages et qu'après, il fallait que je m'arrête. I think the thing that we have in common is that you see things happening, you don't see anyone talking about something you know specifically, and you're like, I don't really want to do this, but okay, I got to do this. And that's the way I felt at that time. That's the way he feels, because you're not hearing a certain point of view, and you sort of feel if you stay quiet, the narrative is going to continue this other way. Et je crois que ce qui nous arrive à tous les deux, je pense que ça t'est arrivé aussi à toi, bien sûr, c'est que on voit des choses qui se passent et on ne voit personne qui raconte cela, on ne le voit exprimer nulle part. Et du coup, on se sent un petit peu poussé à le faire, à le montrer, à le dessiner, à le dire, parce que moi je voyais des choses qui se passaient aux États-Unis, puis je me disais mais si, en fait, j'entendais toujours un petit peu le même discours. Et je me disais, mais si je ne parle pas, eh bien du coup, on va continuer à écouter ce même discours. Et donc, il faut que je change un peu, disons, la direction que prend ce discours, et donc que je m'exprime, que je montre. Et c'est ce que vous avez fait. Les images ont été beaucoup partagées sur les réseaux sociaux, Edel, et ça a fait de vous l'artiste le plus détesté de Donald Trump, ce qui, je pense, vaut une jolie médaille. Il nous reste 5 minutes
à peine. Je voudrais qu'on parle des enjeux graphiques. On aurait besoin d'encore 1 heure pour évoquer tout cela, mais j'espère que d'autres occasions se présenteront. Forcément, tout ce dont on vient de parler, la récolte de témoignages, comment est-ce qu'on se souvient, comment est-ce qu'on classe tout ce qu'on documente, c'est très important, mais ensuite arrive le moment où il faut le mettre en image, et j'aimerais qu'on parle quelques instants de ces enjeux graphiques. Comment est-ce qu'on rend compte de la violence? Comment est-ce qu'on rend compte d'émotions? Alors je vais poser la même question à tous les 4, ou plutôt 2 questions, et vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre. Soit quel a été le plus difficile dans vos livres respectifs à représenter, à retranscrire, si tant est que quelque chose ait été compliqué ou difficile, ou bien, deuxième question, une trouvaille graphique dont vous êtes particulièrement fier, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous avez le sentiment que vous avez vraiment réussi à retranscrire précisément quelque chose qui, pourtant, n'était pas forcément d'une évidence immédiate en dessin. Pendant que vous réfléchissez, je peux donner quelques exemples. Birgit, à un moment, c'est quelque chose de très anecdotique, mais qui, moi, m'a marqué. On a ce personnage qui est dans une classe et on voit comment est-ce que les remarques de la professeure, petit à petit, la chauffent bien. Donc on a comme ça, autour de sa tête, au début, quelques marques oranges, et puis le nuage devient de plus en plus opaque. Et ça, c'est quelque chose qu'à la fois presque anecdotique, mais qui en même temps permet de se rendre compte du bouillonnement qui est à l'œuvre dans la tête de Priscilla, Cristal. Voilà, il y a bien d'autres exemples, évidemment, mais voilà, je vous ai laissé les 2 minutes de réflexion. Je vous laisse la parole concernant ces enjeux graphiques. Qui veut commencer? Ich kann anfangen. Für mich war das Schwierigste, darzustellen, dass Priscilla sexuell missbraucht worden ist, was ihr aber wichtig war, dass das in der Geschichte erscheint. Und gleichzeitig bin ich zufrieden mit dem, wie ich es gelöst habe, weil ich es gelöst habe, dass sich eben schwarze Tusche einfach reinfrisst in die Bilder und man nichts sieht, also dass kein Voyeurismus bedient wird. Oui, alors le défi auquel Birgit a été confrontée en racontant l'histoire de Priscilla, c'est le chapitre où Priscilla est victime d'abus sexuels. Et donc, elle est assez contente, en fait, d'avoir su illustrer de manière assez abstraite, avec de l'encre noire, et en rendant à la fois cette violence, mais de manière abstraite. Donc, on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais on sent la violence. Totalement. Craig? There's a single page in the book that I deliberated over for 2 years if I should or would draw it. That involved the death and funeral of a friend. And I didn't want to exploit that moment. Early on, my mother actually said, well, that will be in the book, right? And I didn't know if it would be exploitative to put it in the book. So it's something I sat with for 2 years. I'll take a break, sorry. Il y a une page en particulier où j'ai mis vraiment 2 ans à me décider si je voulais la mettre dans cet ouvrage. Je me demandais s'il fallait que je le fasse déjà d'une part, et puis si je devais le faire. C'était la mort et l'enterrement d'un de mes amis. Et je n'avais pas vraiment envie d'exploiter ou d'explorer cet événement. Et en fait, c'est ma mère qui, à un moment donné, m'a dit « Mais en fait, ça va être dans ton livre, non ?» Et je n'étais pas sûre de ce que j'allais lui répondre, parce qu'en réalité, je ne savais pas si je voulais vraiment exploiter ce moment-là. And finally, after 2 years, I just drew the page for myself. I drew the final art. And finally sent it to the person that was most important to approve it. And I was quite nervous because by the time I drew the page, I felt like it was absolutely essential to the book. So I was nervous how he would respond. But he approved completely. And I'm not describing the scene, I don't want to spoil anything, but that was a moment, it was just on the edge of vulnerable and of what was
appropriate and what was overly vulnerable. Donc j'ai pris vraiment 2 ans pour me décider à la dessiner tout d'abord, pour moi. Et ensuite j'ai ajouté les touches finales et puis je l'ai complétée, cette page, et je l'ai envoyée, cette planche, pour qu'elle soit approuvée par la personne qui devait vraiment tout approuver dans le projet. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur de sa réaction. Parce qu'en fait, à ce moment-là, une fois qu'elle était dessinée, pour moi, c'était essentiel qu'elle figure dans le livre. C'était une scène qui était essentielle, donc j'avais vraiment peur de sa réaction, et finalement, elle a été largement approuvée. Je ne vais pas vous la décrire, je ne vais pas vous gâcher cette scène, mais c'était un moment d'une grande vulnérabilité, et justement, il fallait trouver l'équilibre entre trop de vulnérabilité, mais à la fois la manière appropriée de parler de ce moment-là. Well, almost every chapter has something sensitive in my book, generally because many of the people that are in it are still in Cuba living, you know. So I was very scared or cautious about how I would identify them, how I would show them from a different angle, maybe change their name. My aunt is always in shadow, because I don't, you know, and I see her as it's a figure talking to me, but I don't say it's my aunt, because she, in the shadow is telling me, don't talk about this place, you know, don't tell the world what you, because she knows what I do. So I'm around, you know, asking questions, and she's like, don't do that, don't come here for that, I want you to come back, you know, I want you to be able to come back, don't do this. What happens in Cuba is a lot of people do that. So we don't share our stories because we're afraid of our family members. And when you do that, then there's this vacuum that's filled with tourism, fun, drinks, salsa dancing. So there's perception in France, in Europe, and all over the world that Cubans are happy people. And we're not. We're very upset, depressed, alcoholic, you know. But no one knows that. What I felt, I had to tell all those things to write an honest book. So the whole thing in itself was very difficult for me to do. Écoutez, je dois dire que tous les chapitres de mon livre sont très sensibles, surtout parce qu'ils font allusion, enfin ils montrent des personnes qui sont encore à Cuba. Et par conséquent, j'ai toujours essayé, quand je les ai peints, de le faire un peu sous un certain angle, ou de changer leur nom, bien pour qu'il n'y ait pas de problème là-bas, à Cuba. Et pendant tout le temps, j'ai justement ma tante qui me dit toujours non, ne raconte pas, non, ne fais pas ça, fais attention, etc. Et donc je l'ai comme une ombre toujours sur mon épaule qui essaye de m'empêcher de parler, de raconter. Et c'est un peu ce qu'il se passe avec nous, les Cubains. Et ma tante me dit toujours non, ne raconte pas, parce que je veux que tu puisses encore revenir sur l'île, et c'est ce qui nous arrive à beaucoup d'entre nous. On ne veut pas raconter certaines choses pour ne pas mettre en danger ceux qui sont encore sur l'île, et ce qui fait que, eh bien, il y a des espèces de poches de vide, de silence, de choses que l'on ne raconte pas, de choses que l'on ne montre pas. Et eh bien, tous ces vides, toutes ces poches, hein, n'est-ce pas, de silence, eh bien, sont remplis par des images ensoleillées, de vacances, de salsa, de rigolade. Et du coup, eh bien, beaucoup de gens, et notamment ici en Europe ou ailleurs, loin de Cuba, ont une image de Cuba très sympa et pensent que les Cubains sont des gens joyeux, sympas, alors que pas du tout. On est déprimé, triste, en colère, alcoolo, enfin, ça va vraiment pas du tout. Mais voilà, c'est ce qui fait, et c'est ce qui a été le plus dur pour moi de représenter dans ma bande dessinée, dans mon livre. Joe? Well,
I'm not going to tell you one single image or one particular thing I've drawn that upset me or I had difficulty with. I think over time, drawing violent images has become more and more repellent to me. So much so that in this book on Gaza, I realized that there are so many images coming out of Gaza now. I don't need to draw this. I don't want to draw this. I've tried very much to draw abstractly and with a metaphor. Je ne vais pas vous parler d'une image en particulier qui a été difficile pour moi, mais je crois que sur le temps, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de dessiner la violence. C'est ce qui me rebute le plus. Et quand j'ai fait ce livre-là, je me suis dit qu'en fait, il y avait tant d'images de Gaza qui nous parvenaient en direct que je n'allais pas dessiner ça et que j'allais essayer de dessiner autre chose ou de dessiner ça de manière plus abstraite. And the things I'm kind of proudest of are probably those sort of architectural drawings where I feel like I've actually captured what a refugee camp looks like or what a tent camp looks like, where it's sort of more of an architectural puzzle. And I feel like, okay, now a reader is really going to get a sense of what this looks like. Ce dont je suis le plus fière, ce sont ces dessins plus architecturaux où j'ai réussi à rendre sur la page ce qu'était l'architecture d'un camp de réfugiés. C'est comme si c'était, ou d'autres lieux marquants, comme si c'était un puzzle architectural qui allait permettre au lecteur de vraiment se sentir dans la scène, de voir ce que ça faisait d'être là. Yeah, I forgot what I'm proud of. There are two spreads that I'm very proud of. One is the rebels parading through Havana with the Capitol building, which I had done in about 2019, around there. And then I was trying to finish, how do I finish this book? And it's the same spread flipped backwards at the end, which is the rebels are bearded in green fatigues, etc. And then it's the MAGA people attacking Congress with the same bearded. And every shape, every person is in the same spot, just going the other direction. Oui, j'ai oublié de dire de quoi je suis le plus fier et je dois dire que c'est deux planches. La planche sur laquelle je dessine, je peins les rebelles qui défilent à Cuba vers le Capitole et ils sont barbus, ils sont en treillis, etc. Et ça, je l'ai fait vers 2019 par là, et puis pof, en 2020, eh bien, j'ai la même image de rebelles, mais cette fois-là aux États-Unis, qui vont aussi vers le Capitole. Ils sont pareils, en fait, ils sont en treillis, ils sont barbus, et voilà. Donc, je me suis dit que j'étais assez content de ça, des deux planches qui font miroir l'une avec l'autre. Merci infiniment. On a malheureusement déjà dépassé le temps qui nous était accordé.